Les entreprises face aux limites planétaires et l'anthropocène, ce sera désormais un thème récurrent sur Plan B. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je reçois Philippe Zawati. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes le patron de Mirova, la filiale finance soutenable de Natixis. Il me semble quoi, 30 milliards sous gestion, plus que ça? Un tout petit peu moins, 30 milliards, oui. Ah d'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler d'un livre que vous avez publié récemment, Discours sur l'état de l'Union, une espèce de fiction réaliste qui met en scène le discours annuel de l'état de l'Union du président des États-Unis, issu du Parti républicain, ça aura son importance. Donc en 2034, dans un contexte d'emballement climatique, vous parlez même d'effondrement, un monde où les collapsologues auront eu raison. Ça fera partie des thèmes qu'on abordera, ainsi que tout un tas d'autres thèmes que vous abordez à travers cette fiction. On parlera de décroissance, on parlera de transhumanisme, de géo-ingénierie et des questions géopolitiques autour de tout ça assez librement. Avant d'enchaîner là-dessus, je veux parler juste d'un post sur LinkedIn qui a retenu mon attention cette semaine, qui n'est pas totalement sans lien avec les sujets que nous allons aborder. Un post de Samuel Bonvoisin, ingénieur agronome, qui rebondit sur une du journal Libération sur le dépérissement des forêts françaises. Et le post dit: tant que nous continuerons à accepter que des personnes nomment forêt les plantations d'arbres, souvent des peuplements monospécifiques d'arbres ayant tous le même âge et la même hauteur, qui recouvre notre pays, et qu'elle se gargarise que nous ayons une couverture forestière qui est la meilleure depuis des décennies, nous passerons à côté de l'essentiel. La forêt française est en ruine, en tout cas en métropole, et ça n'est pas prêt de s'arranger au vu de la pression mise par l'industrie du bois et les besoins croissants en lien avec la transition écologique. Un extrait de l'article de Libération qui fait sa une sur ce sujet, ce qui est assez remarquable. On cite l'article de Libération. Les forêts françaises perdent leur super pouvoir dans l'atténuation du changement climatique. Il y a 10 jours, en détaillant la stratégie de baisse des émissions de CO2, la Première ministre a affiché un graphique qui fait froid dans le dos. Celui-ci montre que les forêts pompent aujourd'hui 2 fois moins de dioxyde de carbone qu'il y a 10 ans, une chute dantesque peu connue du grand public et qui tracasse l'exécutif. Fin de citation. Voilà, on parlera de sujets peut-être plus joyeux avec vous, Philippe, quoique. Philippe, peut-être je vous laisse enchaîner. Bah, présentez votre livre comme vous l'entendez et quelle était votre intention en le publiant, quel message vous souhaitiez porter, sachant qu'on n'est pas forcément habitué à ce qu'un patron écrive des choses pareilles. Euh, Merci Cyrus. Vous, euh, vous m'entendez là? Oui. D'accord. Euh, En fait, le point de départ du livre, ça a été un questionnement que je me suis, qui m'a un petit peu perturbé, qui est le suivant en fait, qui est que quand on regarde l'histoire de l'humanité, en fait, il y a eu évidemment des chocs, des épidémies, des catastrophes, et à chaque fois que les humains ont été confrontés à ce genre de situation, les riches et les puissants, on va dire, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire ceux qui détenaient à la fois la richesse et le pouvoir, ont toujours réussi à s'en sortir en quelque sorte, enfin, à essayer de s'en sortir en faisant peser les risques et les conséquences sur toutes ces catastrophes sur le reste de la population, hein, sur les pauvres, on va dire. Et en fait, pour réussir à s'en sortir, ils utilisaient généralement deux stratégies assez simples, qui sont la fuite et les murs. Donc, pour vous protéger, la première stratégie très simple, c'est vous allez le plus loin possible de l'endroit où il y a des catastrophes. Donc, si vous avez les moyens de vous déplacer, eh ben, vous partez. Et l'autre stratégie, c'est ben, vous construisez des châteaux forts pour éviter que les gens viennent vous assaillir et vous tuer. Euh, et en fait, je me suis dit, aujourd'hui, on est face à une situation de changement climatique, une situation que tout le monde dit catastrophique, qui va avoir des conséquences dramatiques dans les années et décennies qui viennent. Et ces deux stratégies habituelles de protection ne fonctionnent plus. Ou en tout cas ne fonctionnent plus aussi facilement qu'avant, puisque fuir, bah, fuir où le changement climatique sera a priori partout. Alors, évidemment, il y a Elon Musk qui pense pouvoir fuir sur Mars, mais enfin, je pense que c'est un fantasme encore un peu lointain.
Et se barricader ne sert pas à grand-chose. On peut toujours construire des murs autour de nous. On va être là aussi confronté au même type de problème. Et donc, d'où ma question, c'est que vont faire ceux qui détiennent le pouvoir et la richesse dans les années qui viennent pour, comme ils le font toujours naturellement, essayer de faire supporter les conséquences sur les autres et essayer de s'en sortir mieux que les autres. Voilà, en gros, la question voilà. Et donc, la caricature des riches, enfin, disons, le symbole évident des riches et des puissants, bah, c'est le président des États-Unis. Puisque voilà, c'est le pays qui détient le pouvoir et la richesse. Et donc, bah, son chef caractérise en quelque sorte cette réaction possible des riches et puissants. Et donc, je me suis dit, bah, pour réfléchir à ça, projetons-nous en 2034, parce que c'est à ce moment-là que, c'est-à-dire un horizon qui est suffisamment lointain pour qu'on ne sache pas qui sera le président des États-Unis à ce moment-là, mais suffisamment proche pour qu'on puisse quand même imaginer assez concrètement ce qui se passera, enfin quelles seront les conséquences, y compris physiques, à cet horizon-là. Et imaginons ce que ce président des États-Unis va proposer à son peuple pour s'en sortir mieux que les autres peuples. Voilà, en gros, c'est Mm. et d'où le discours de l'état de l'Union du président des États-Unis en janvier 2034. Mm. Je pense le fait que si vous évoluiez dans votre profession dans les milieux d'affaires internationaux fait aussi que vous portez un regard sur ces sujets qui est un petit peu différent de ce qu'on peut typiquement dire en France et les sujets sur lesquels on se focalise, puisque c'est vraiment un livre, alors déjà centré sur les États-Unis, mais aussi qui soulève tout un tas d'enjeux géopolitiques internationaux. On va pas trahir le dénouement et révéler des choses sur votre livre qui ne devraient pas l'être. Le but est de donner envie, c'est vraiment une lecture stimulante. Moi, honnêtement, ça m'a surpris l'angle, enfin le déroulé de ce discours et ce sur quoi ça aboutit. Franchement, vu la situation catastrophique à laquelle on avait affaire et vu comme est présenté le livre, le président s'apprête à annoncer une décision absolument radicale. Je me suis dit, bon, il va nous faire le coup de la géo-ingénierie, c'est assez radical, mais c'est limite quelque chose d'assez déjà débattu. Non, là, le dénouement est assez surprenant. Alors, que peut-on quand même en dire, sans révéler la fin, sur justement la manière dont ça se déroule et sur cette annonce du président qui est effectivement assez fracassante. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que d'abord, on est en janvier 2034 et qu'on est face à une situation qui est effectivement catastrophique, c'est-à-dire que les conséquences du changement climatique sont de plus en plus prégnantes. Il y a des catastrophes, il y a des feux de forêt, il y a une accélération des migrations qui est très forte aussi. Et donc, les pays développés, notamment les États-Unis, sont sous une pression, subissent une pression très forte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que à ce moment-là, le président des États-Unis fait un bilan de ce qui a été fait au cours des dernières décennies. Et donc, il fait un bilan et il dit, voilà, finalement, quelles sont les stratégies que nous avons utilisées jusqu'à aujourd'hui pour essayer de combattre le changement climatique. Et donc, il décrit 3 grands types de stratégies qui ont été utilisées, qui en fait sont celles qu'on utilise aujourd'hui. Hein. C'est évidemment un bilan de la situation actuelle. Alors, ces 3 grands types de stratégies, c'est quoi? C'est les négociations internationales, donc la collaboration internationale, les changements de comportement et la technologie. Voilà, en gros, les trois leviers qu'on essaye d'utiliser pour résoudre la crise du climat. Et en fait, il fait le bilan que ces 3 leviers n'ont pas été suffisants pour réellement, vraiment changer la trajectoire. Alors pourquoi? Bon, alors, d'abord, il commence par les changements de comportement. Il dit, voilà, vous, Américains, alors c'est une vision un peu optimiste là pour le coup, vous Américains, vous avez fait des efforts considérables pour essayer de changer vos comportements. On utilise beaucoup moins. Vous mangez un peu moins de viande, vous prenez un peu moins la voiture. Bon, Pardonnez-moi. c'est pas la révolution, mais quand même, effectivement, il y a une inflexion n'attendrait pas de la part des États-Unis. Exactement. Donc vous avez fait des vrais efforts, il y a un changement de comportement qui est. Mais on voit bien que ce changement de comportement, ben, il se heurte à notre volonté quand même de continuer à avoir cette American Way of Life et puis que de toute façon, ces changements de comportement sont d'une mesure qui ne sont pas à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Donc en fait, on a souffert, on a fait des évolutions de comportement et ça n'a pas suffi.
Deuxième levier très important, et qui aujourd'hui en réalité est le levier que les États-Unis utilisent dans tout leur narratif actuel, c'est la technologie. C'est la technologie va nous sauver, nous allons trouver des solutions technologiques qui vont nous permettre d'absorber le carbone. Donc c'est tout ce qui est capture du carbone directement dans l'air, capture du carbone dans les usines, potentiellement l'hydrogène, etc., etc. Et là, ce que voit le président des États-Unis, alors il interroge les grands scientifiques, il va voir la NASA, etc. Et puis on lui dit, voilà, c'est très bien tout ça, oui, il y a eu des solutions extraordinaires. L'innovation, les Américains ont à nouveau époustouflé la planète en inventant des choses que d'autres n'avaient pas inventées. Euh, Oui. donc, Les renouvelables représentent une grosse part en 2034 de l'énergie que consomment les États-Unis. La part des voitures électriques dans les ventes est majoritaire. Et là aussi, ils se targuent. En quelque sorte, les États-Unis ont fait aussi leur part quasiment. C'est ce qui sous-entend aussi, nous sommes un peu les champions, même si ça ne suffit pas. les États-Unis ont fait leur part d'un point de vue d'un point de vue comportement, et les États-Unis ont fait leur part d'un point de vue innovation et intelligence. On est les meilleurs du monde, on a inventé les grandes solutions. Et finalement, on se rend compte que ça ne suffit pas non plus. Pourquoi? Parce que toutes ces évolutions technologiques créent le classique effet rebond, c'est-à-dire que voilà, on invente une technologie, mais du coup, on utilise encore plus la nouvelle technologie et donc ça ne résout pas le problème. Et puis, ça crée d'autres problématiques de dépendance, notamment vis-à-vis de l'extraction de nouveaux métaux. Et donc, on a un poids sur la nature et la planète qui continue à être extrêmement fort. Et donc, résultat des courses, ça ne suffit pas non plus pour résoudre le problème du climat. Alors, reste la troisième solution qui est on se met tous autour d'une table, on est tous de la communauté humaine et on fait de la collaboration internationale. Donc ça, c'est le fantasme, enfin, ou disons le grand rêve des COP. Et donc, il dit, voilà, moi-même, président des États-Unis, j'ai participé à toutes les COP, j'y suis allé, j'ai essayé, j'ai négocié, on y est allé avec une certaine sincérité, Trump était parti, et ben nous, on est revenus, et pour autant, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et ça, je pense que c'est une analyse qui est même pas en 2034, qui est actuelle, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la collaboration internationale est en train de s'écrouler, enfin de ne pas fonctionner. Alors, Ouais. il y a quelques exemples positifs. C'est vrai qu'il y a eu l'accord de Kunming-Montréal sur la biodiversité qui a été une vraie bonne surprise. Mais enfin, globalement, on sent bien que la collaboration internationale s'essouffle. Et pourquoi elle s'essouffle, à mon sens, c'est parce que les États, aujourd'hui, sont en train de se positionner d'ores et déjà dans l'après. C'est-à-dire qu'ils imaginent ce monde dans lequel on n'aura pas réussi à résoudre la question du changement climatique, et donc on sera dans une vraie compétition, voire quasi guerre, pour les ressources et pour protéger son territoire face à des migrations massives. Et donc, ils se disent aujourd'hui, beaucoup de pays, on voit bien, la Chine, les États-Unis, se positionnent déjà dans cette après-catastrophe climatique, et se disent, plutôt que de collaborer aujourd'hui, je préfère me préparer pour cet après, et donc sécuriser les ressources. Par exemple, la thématique de la sécurisation des ressources devient extrêmement forte, y compris en France. On l'a vu avec le plan Industrie verte qui a été annoncé, où cette idée de sécuriser les ressources minières est un élément assez fondamental. Donc, voilà, on a ces trois stratégies-là, sobriété, technologie, collaboration, et aucune n'a permis, en tout cas, d'aboutir à une solution positive. On est en 2034, et là, le président des États-Unis dit, voilà, je vais vous proposer autre chose. Parmi les thèmes qui m'ont frappé les évolutions par rapport à aujourd'hui, c'est la mue climatique et environnementaliste du Parti républicain. Donc, c'est un président du Parti républicain. Et il me semble qu'on ne l'apprend que un peu au milieu. Au début, je me demandais, attendez, c'est un démocrate, c'est un républicain, parce que le discours, bon, euh, c'est un président, bon, je pense qu'on peut le dire, qui renie l'héritage climato-sceptique du Parti républicain, dit ça, ce n'est plus possible, il faut qu'on regarde la réalité en face. La catastrophe climatique est là. Il se félicite même quasiment du déclin des industries carbonées américaines, ce qui, quand même, pour un républicain, et du fait que les industries alternatives, donc énergie renouvelable, prospèrent, tandis qu'on arrive à sortir de la production fossile. Et donc, quelque part, bon, à nous, sans trop révéler de choses, mais il arrive à retourner cette crise climatique à l'avantage de certains fondamentaux de l'idéologie républicaine,
comme le patriotisme, comme America First. Et on voit aussi progressivement voilà, détourner comment dire, la responsabilité vers les pays émergents. Alors vous parliez de crise migratoire, ils disent bah voilà, ce sont des pays qui contrôlent mal leur démographie. On est même dans un contexte où certains font de la bouche du président, font un chantage environnemental. Attention, si vous ne donnez pas plus d'argent, on va détruire nos forêts au Congo ou nos forêts en Indonésie. Donc, il retourne un petit peu le propos à l'avantage voilà, des États-Unis. Voilà, j'ai trouvé ça assez. Alors, Ouais. d'abord sur le chantage aux ressources, ça y est, on commence à le voir venir. Il commence à exister. Enfin, quand vous avez Lula qui se déplace à Sharm el-Sheikh à la COP l'année dernière et qui dit on va sauvegarder nos forêts, hein, mais qui suggère l'idée de créer un OPEP des forêts, la symbolique est forte. C'est-à-dire que on passe d'un OPEP qui était donc la réunion des producteurs de pétrole à une réunion des pays forestiers. Et on dit voilà, maintenant c'est nous qui avons ça, et donc c'est nous qui avons la ressource qu'il faut rémunérer en quelque sorte. Et donc la rente doit venir plutôt vers nous que vers les pays pétroliers, mais ça reste quand même un système de rente. Donc cette négociation, ce chantage a déjà commencé. Et je pense qu'il va s'accentuer pour tout un tas de ressources clés. Sur le parti républicain et sur les États-Unis, je crois que on, en fait, on voit bien le discours des politiques, malgré tout, s'adapte à la situation. C'est-à-dire que euh, s'adapte à la situation en essayant de s'accrocher à des fondamentaux. En gros, c'est ça le discours politique. Euh, il faut bien s'adapter à la réalité. Donc, à un moment donné, on dit le climat ne changera pas. Non, c'est pas vrai. Le climat change pas. Et puis après, on voit bien que le climat change. Donc, on est obligé de dire que le climat change. Et donc, on dit, eh ben, Nécessité fait loi. voilà. Et donc, on dit le climat change, mais c'est pas la faute des humains. Et puis, à un moment donné, on se dit, c'est une évidence que c'est la faute des humains. Et donc, progressivement, ben, on intègre la réalité dans le discours politique. Ça, c'est alors avec plus ou moins de décalage, mais on intègre la réalité dans le discours politique. En revanche, on fait de cette réalité, on la remodèle de façon à la rendre digérable et cohérente avec l'idéologie que l'on défend. C'est vraiment la mécanique assez classique du discours politique. Or, l'idéologie que défendent les républicains et les conservateurs américains, je dirais à la limite, ils ont le pétrole depuis un siècle et demi, bien sûr qu'elle s'est fondée sur le pétrole, mais si demain ils trouvent une autre façon d'appuyer, de s'appuyer sur autre chose pour défendre leur idéologie, ben, ils le feront. Enfin, je ne vois pas très bien pourquoi ils resteraient accrochés à quelque chose qui ne correspond plus à la réalité. Il faut juste qu'ils arrivent à trouver d'autres éléments. D'où effectivement un peu ce que je raconte ensuite dans le livre. Il faut trouver d'autres éléments. Alors d'autres éléments qui sont qui correspondent à cette idée que on est les Américains, on est les plus forts, on doit dominer le monde et on doit défendre notre mode de vie coûte que coûte. Voilà. Ça, c'est les fondamentaux. Et donc, il se réapproprie, il réinvente ces fondamentaux sur la base d'une situation qui effectivement a changé. Hmm. Euh, une autre idée qui apparaît dans votre livre, et je voulais vous faire réagir à la fois sur l'état du monde, mais aussi Mirova, vous dépeignez des années 30 où au final, l'économie américaine, voire une bonne part de l'économie mondiale, continue de prospérer malgré la dérive climatique, et vous soulignez vous-même le paradoxe, où au moins pendant un certain temps, effectivement, l'économie peut continuer de prospérer, être résiliente, au mauvais sens du terme, on va dire, être résiliente malgré un monde qui se fissure. Alors combien de temps, on ne sait pas, mais en tout cas, années 30, on est encore dans ce moment où les États-Unis font 3% de croissance par an. À la limite, les industries vertes, c'est une nouvelle ère de croissance. Il y a l'IA, les premiers essais de transhumanisme avec le puçage qui commence à être concluant. Donc tout ça, c'est des nouveaux marchés, etc. Et finalement, malgré les feux de forêt, les inondations, etc., la croissance est là. Enfin, voilà, je vous laisse réagir à cette perspective-là, qui effectivement, c'est une possibilité. Je crois que c'est ce qu'on vit un petit peu aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des limites à ça, on le voit bien, avec une situation économique qui est quand même qui a ses problèmes, avec notamment tout ça est assez inflationniste, donc évidemment ça entraîne des problématiques
classique d'une économie en inflation et avec des ressources plus rares. Euh, mais, euh, mais quand même, globalement, si on regarde l'état de l'économie aujourd'hui et si on se projette dans les années à venir, euh, il y a tout un tas de secteurs qui sont en très forte croissance, quoi. Je veux dire, on le voit, l'intelligence artificielle, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle, c'est juste monumental, quoi. Je veux dire, on est en train de changer le monde. Apple qui vient de montrer là ces jours-ci son nouveau ses nouvelles lunettes donc de réalité virtuelle. Alors certes, on en a vu ces dernières années, mais là, c'est la première fois que Apple va vraiment dans propose un objet, on sait quelle est la puissance de cette entreprise sur les imaginaires et sur la création de nouveaux objets clés pour la population. Euh, Ça faisait une dizaine d'années qu'Apple n'avait pas sorti un grand nouveau objet. Hein. Le dernier, c'était la montre iWatch. Donc là, on est en train d'aller à nouveau dans quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, cette croissance-là, elle ne va pas s'arrêter. Je crois pas. Enfin, je pense que cette envie d'innovation, cette envie de créer des choses nouvelles va continuer. Et même si effectivement, elle nous projette dans le mur à une vitesse encore plus rapide que celle à laquelle nous allons aujourd'hui. Et pour autant, en même temps, à côté, on commence à avoir les feux de forêt au Canada qui ont détruit 1 million d'hectares. Et ça, c'est concomitant. C'est évident qu'on ne va pas avoir du jour au lendemain une rupture brutale comme ça d'un coup qui fait que la croissance va s'arrêter, l'innovation va s'arrêter et on va passer dans un monde post-changement climatique. Non, on va avoir pendant probablement une ou plusieurs décennies les deux éléments qui vont cohabiter, c'est-à-dire une économie extrêmement dynamique, innovante, qui va continuer à croître, et notamment poussée aussi par l'innovation verte, on va dire, hein, mais pas que. Et puis, à côté de ça, des événements catastrophiques qui vont commencer à devenir de plus en plus fréquents. Et donc, on va être dans une espèce de dissonance assez, assez surprenante. Euh, Hmm. Parce que voilà, la peur d'un côté, l'envie de l'autre, et donc c'est une situation très humaine en fait. Hein. L'économie entière se retrouvera dans une situation que nous connaissons en tant qu'humains Ouais, à son niveau individuel. ouais. Le désir d'un côté et puis la crainte de l'autre. Je sors un peu des thèmes de votre livre, mais effectivement sur les industries vertes, je me suis longtemps demandé, je me demande toujours si ce sera plutôt facteur de croissance ou de décroissance. Facteur de, alors décroissance, pardon, ou facteur de récession, faut pas confondre. Par exemple, bah, le véhicule électrique, c'est quand même plus contraignant, donc ça forcera à bouger moins, ce sera plus cher, ça limitera l'accès à la voiture. De même, le solaire, l'éolien, ça impose certaines contraintes qui font que peut-être qu'on vivra de manière plus intermittente, on n'aura pas l'abondance énergétique d'antan. Ouais, c'est un scénario, mais tout comme on peut imaginer un scénario où tout ça ce soit facteur de croissance parce qu'on aura réussi à gérer les problèmes d'intermittence, quelque chose comme la baisse des coûts de stockage des énergies renouvelables, ça va plutôt dans ce sens-là. La baisse du coût des panneaux solaires, je dirais pas que c'est quasi gratuit, mais c'est extrêmement peu cher désormais. Donc tout ça, est-ce que c'est pas une quelque sorte une nouvelle ère de croissance qui permet le développement aussi de tout un tas d'activités. Et donc, vous citez l'intelligence artificielle, bah, ça ne se verra pas forcément limité par la disponibilité d'électricité. Si l'électricité solaire ou éolienne est abondante, voilà, on peut imaginer effectivement une nouvelle ère. Ce qui m'amène à une question bah, qui est, vous, votre entreprise que vous dirigez, donc Mirova, comment vous la voyez naviguer justement dans ce monde-là, à la fois où il y a des opportunités, à la fois il y a des catastrophes, bah, comment vous imaginez continuer d'exister dans les années 30 voilà. Oh, allez, je dirais à l'échelle de Mirova, évidemment, la situation est assez facile parce qu'on est d'une certaine façon un petit investisseur, même si 30 milliards c'est beaucoup d'argent. 30 milliards, c'est une goutte d'eau dans l'océan financier. Hein. Les grands gérants d'actifs, aujourd'hui, ils gèrent des milliers de milliards. Donc nous, on est en capacité, avec l'argent qu'on gère, de faire des choix qui sont des choix très forts. Et donc de, se, de nous concentrer, voilà, on se concentre sur les solutions au développement durable. Et donc,
d'une certaine façon à notre niveau, mais le problème c'est que beaucoup de gens disent ça, mais à notre niveau, le dilemme responsabilité croissance n'est pas très fort. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, on se dit nous à notre niveau que si Miroba croît, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça, hein. Et donc, au bout du bout, ça fait que l'économie continue à être dans cette dynamique d'envie de croissance. Mais voilà, on justifie en quelque sorte notre croissance en disant, bah oui, mais nous, on répond à des enjeux, à des objectifs, on apporte de l'argent à des gens qui font des énergies renouvelables, de l'agriculture durable, des solutions technologiques, de l'éducation, de la santé. Et donc, forcément, il n'y a pas de problème. On est une entreprise qui doit continuer à croître. Euh, et ensuite, la problématique un peu plus globale, si on dézoome un tout petit peu, c'est comment la finance peut se réinventer dans un monde où, enfin, peu importe qu'on appelle ça décroissance ou pas, mais en tout cas, on doit inventer une économie qui doit tenir compte des limites planétaires. Voilà. Hum, Après, on peut appeler ça décroissance, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais au bout du bout, c'est quand même ça, quoi. Je veux dire, on utilise aujourd'hui 3 planètes, ou 2 ou 3 planètes, donc en tout cas les Français. Et donc, si on veut s'en sortir, il faut qu'on arrive à revenir à l'intérieur des limites planétaires. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que la finance n'est pas du tout câblée pour faire ce genre de choses-là. La finance, elle est consubstantiellement liée à une idée de croissance sans fin. Euh, hum, hum. c'est même son fonctionnement basique, hein. Je veux dire, quand on valorise une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On valorise aujourd'hui sa croissance future. Donc, on donne une valeur aujourd'hui à la croissance de l'entreprise. C'est le mécanisme des marchés financiers, de la bourse, etc. Et donc, par définition, une entreprise qui a zéro croissance, elle a zéro valeur aujourd'hui. Et donc, la finance ne sert à rien, puisque la finance est là pour transporter de l'argent dans le temps, donc en imaginant que on sera plus grand demain qu'aujourd'hui. Et donc, imaginer une finance qui s'adapte à une croissance plus faible, c'est très complexe. Donc la façon de s'en sortir, c'est de dire, bah oui, mais tout ne doit pas être mis au même plan. Et donc, il y a des secteurs dans lesquels on a besoin d'injecter de l'argent et de l'investissement parce qu'on a besoin de les voir croître. Il faut que l'économie, que les énergies renouvelables croissent. Et donc la façon de s'en sortir, telle que nous, on l'a conceptualisé ces 10 dernières années, c'est de dire, bah, c'est l'allocation d'actifs qui fait tout, qui est essentielle. Et donc, on doit allouer le capital dans les endroits qui sont nécessaires et en tout cas qui se projettent dans une économie à l'intérieur des limites planétaires. Et donc, en faisant ce choix-là, on invente une finance qui a les mêmes outils qu'avant, qui fonctionne de la même façon qu'avant, mais qui est redirigée vers certains sujets qui nous paraissent plus vertueux. C'est Ouais. une solution, c'est une solution, mais qui est une solution qui n'est pas radicale. C'est une solution qui ne change pas la nature de la finance, qui ne change pas la nature des marchés, qui ne change pas le fonctionnement du système. C'est la solution la plus pragmatique, la plus simple aujourd'hui quand on est à l'intérieur du système financier, parce que changer le système complètement, c'est toujours très compliqué. Et donc là, en fait, on fait ce que j'appelle jouer au judo avec le système, c'est-à-dire utiliser les forces de l'adversaire pour réussir à gagner le combat. Hum, hum. Oui, c'est pas courant d'entendre des patrons dire ça. Enfin, ce qui me frappe aussi en lisant votre livre, mais aussi vos posts sur LinkedIn, c'est, enfin, à l'évidence, vous avez le même niveau d'information que, on va dire, les écologistes sur tout ce qui se passe sur les limites planétaires, tout ça, et on va dire par rapport aux patrons moyens, vous avez une conscience, je pense, plus aiguisée de tous ces sujets, au sens où vous êtes manifestement habité quotidiennement, mais jusqu'à aussi assez ouvertement re-questionner des notions telles que la croissance. Voilà. Mais comment c'est au quotidien de justement prendre ces positions-là? Parce que moi, je trouve que c'est assez difficile de faire changer le système de l'intérieur, plus difficile que d'être derrière son écran à critiquer et dire tout ça, le technosolutionnisme, la croissance verte, tout ça, c'est bullshit. Bon, je trouve, alors, effectivement, le militantisme, c'est une chose. D'ailleurs, je vous ai vu aussi prendre des comment dire, positions plutôt oui, encourageantes envers les militants. Alors, vous présentez Greta Thunberg dans votre livre sous un jour plutôt favorable, sans spoiler. Bon. Camille Etienne, je vous ai vu récemment aussi en dire plutôt du bien. Et effectivement, leur travail est difficile. Le vôtre, de faire changer de l'intérieur, c'est aussi un certain numéro d'équilibriste. Voilà,
commencer au quotidien de porter ces sujets et essayer de re-questionner certains principes, comme vous le faites là, hein. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient, en fait. Moi, je pense que le principal, c'est, enfin, le comportement qui me paraît essentiel, c'est la sincérité, donc ne pas tomber dans le cynisme voilà. La sincérité et la conscience de d'où on parle, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont nos limites. Voilà. Si déjà on a ça, je pense que on peut discuter avec beaucoup de gens. Euh, voilà. Et moi, les limites de la finance verte, je peux vous écrire des livres dessus, je les connais, et elles sont énormes. Est-ce que ça permet malgré tout d'avancer dans certains sujets? Je pense que oui. Les limites du militantisme, elles existent aussi. On les connaît. C'est souvent, quelquefois, de tourner en rond et de ne pas réussir à passer à une véritable action. Moi, je pense que ces deux mondes doivent se parler et doivent éviter de se détester. Or, c'est, je crois, le grand problème qui fait qu'aujourd'hui le business as usual continue. C'est que d'une certaine façon, malheureusement, des fois, on fait un peu le jeu du système des deux côtés. C'est-à-dire, du côté des gens qui essayent de changer le monde de l'intérieur et qui rejettent les militants et qui disent bah non, c'est nous qui avons raison, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de changer le monde de l'intérieur. Et donc, les militants, c'est horrible, ils ont tort, ils devraient venir travailler avec nous. Donc, c'est tous ceux qui ont dit, par exemple, les postes consistant à dire, ah bah oui, ceux qui veulent démissionner de AgroParisTech, etc., ils font une erreur, il ne faut pas démissionner, venez travailler avec nous, etc. Je trouve que euh, voilà, cette attaque des militants, cette délégitimation des militants n'est pas bonne. Enfin, je pense que c'est pas une bonne chose. Et à l'inverse, c'est vrai que quelquefois, j'ai eu des militants qui me disent bah, ce que tu fais ne sert à rien. On le voit souvent, hein, mais alors quelquefois avec un peu de violence, hein, en disant non seulement ça sert à rien, mais même c'est même pire que ça. Vous êtes un alibi, vous faites le jeu du système, et donc vous êtes quelquefois considéré comme pire que le système lui-même, quoi. Et je crois que cette bataille-là, en réalité, elle aide ceux qui, enfin, c'est du pain béni pour ceux qui veulent continuer le business as usual. Euh, et donc, je crois que, comme souvent, enfin, si on regarde même l'histoire, hein, les grandes révolutions se sont faites à un moment donné par une cohabitation, enfin une coalition entre des gens qui voulaient faire changer les choses de l'intérieur, qui sont dans le système, et puis des révolutionnaires qui sont à l'extérieur, qui veulent déstabiliser le système. Et à un moment donné, quand ils arrivent à faire la liaison, à faire le pont, alors là, la révolution peut se produire. Et donc moi, je crois beaucoup à ça, je crois à ces ponts-là, et donc j'essaye non seulement de le dire, mais en plus de le faire, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, je vais dans les endroits où il y a des militants, au risque des fois de me prendre des réactions quelquefois violentes, mais je trouve super important, effectivement, de dire que le bouquin de Camille Etienne, il est bien, et et qu'effectivement et que on doit parler avec les ONG, que je parle avec BNP et avec Reclaim Finance et que je pense que c'est super important que les deux à un moment donné agissent ensemble et ainsi de suite. Voilà, je crois que c'est. Et donc, est-ce que c'est facile au quotidien? Non, c'est très compliqué au quotidien parce que on est on navigue dans un système qui nous est qui nous est pas favorable, quoi. Il faut bien le reconnaître. Euh, Bon, voilà, bon, Mirova, enfin, il n'y a pas de secret là-dessus. Mirova fait partie d'une grande banque qui est une banque qui, bon, bien qu'étant une banque mutualiste, reste une grande banque et qui a les comportements d'une grande banque souvent. Et ça, c'est sûr qu'il faut composer avec ça. Et donc, c'est pas ça. Alors, peut-être le point le plus positif pour moi, hein, je trouve, c'est que pour une entreprise comme Mirova, parce que ma plus grande fierté aujourd'hui au niveau de Mirova, c'est les collaborateurs qu'on arrive à attirer et qu'on a attirés ces dernières années, et notamment les jeunes. Et donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir que dans mes équipes,
Il y a des gens qui sont des ingénieurs, qui sont des investisseurs, qui bossent dans la finance, mais qui veulent venir travailler dans la finance chez Mirova et, et, qui, euh, et qui, en parallèle de ça, sont des militants, des vrais militants du climat. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Enfin, moi, je crois que quand on a lancé Mirova, on avait cette idée-là, on a lancé la marque, on s'est dit, voilà, cette marque, pour nous, voilà ce qu'elle signifie. On est société à mission, on dit quel est notre objectif, on veut faire de la finance un outil pour changer le monde. Et progressivement, la réussite de ça, c'est pas d'avoir 30 milliards sous gestion. La réussite de ça, c'est qu'on a 250 collaborateurs et que les gens qui sont maintenant dans la boîte sont beaucoup plus militants que moi. Et donc, c'est gagné, parce que j'ai plus besoin d'impulser et de dire, voilà, il faut que Mirova aille dans ce sens-là. Je veux dire, ce sont les équipes qui le font et qui veulent aller encore plus loin que ce qu'on a dit au démarrage. Donc, voilà, je crois à cette vertu-là. Hmm. Merci. Bon, pour clore cette parenthèse, entre guillemets, psychanalyse. Non, parce que, bon, pour dire quelques mots de complément de précaution aussi, parce qu'on a un auditoire extrêmement éclectique. Alors, si je cumule LinkedIn, Facebook et YouTube, ça fait de l'ordre de 40 000 abonnés. Et dans le tas, alors, il y a de tout. Il y a des anarchistes, il y a des décroissants vraiment jusqu'au boutistes, il y a des centristes, il y a des technosolutionnistes, il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a une partie, effectivement, des gens, et je leur tire mon chapeau en quelque sorte, qui ont un métier difficile avec pas mal de dissonances cognitives à essayer de faire évoluer les choses de l'intérieur du système, jusqu'à travailler dans l'aéronautique ou dans le secteur pétrolier. Je salue notamment un contact qui travaille dans une espèce de coalition de pétroliers et gaziers qui veut voilà, un peu se coordonner pour aller vers quelque chose de plus durable. Il a le même niveau de conviction que moi et je peux vous jurer que non seulement il est sincère, mais aussi c'est difficile au quotidien. Ça fait une dizaine d'années qu'il œuvre, il faut être très très patient, on obtient des petites victoires. Son constat de départ, c'est bon, bah, les Total et compagnie, ils vont bien continuer. Enfin, mettons qu'ils continuent d'exister en 2050. Mettons, imaginons qu'ils ne se soient pas écroulés, les Total et compagnie. Autant qu'ils continuent d'exister le plus durablement possible. Et voilà, c'est frustrant. Il sait qu'il a des risques d'échouer dans sa tâche et d'être déçu, mais il persévère. Surtout depuis que dans sa coalition, ils ont fait rentrer un peu le loup dans la bergerie. Bon, j'en dis pas plus, mais quelques majors qui sont de moins bonne volonté que d'autres majors et qui, depuis leur entrée, bloquent des avancées. Donc là, c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Voilà, pour recueillir pas mal de témoignages de ce type, je peux vous dire que c'est vraiment Deux, pas évident. ouais, Voilà. deux petites remarques sur ça. Je pense que d'abord, est-ce que Total existera en 2050? Je pense que c'est une vraie question. Y compris nous, pour nous, investir. Nous, on n'investit pas dans le pétrole depuis 10 ans, on a arrêté d'investir dans le pétrole depuis 10 ans, mais je pense que c'est une vraie question sur la disruption économique et technologique. Euh, Historiquement, ce ne sont pas les grandes compagnies ferroviaires qui sont devenues les leaders de l'automobile. Hein. Quand on a des ruptures technologiques très fortes, très souvent, les tenants de l'ancien monde ont tendance à vouloir continuer cet ancien monde trop longtemps et donc à ne pas changer assez vite, ne pas transitionner assez vite, et donc s'écrouler et être disrupté par les nouveaux entrants. Donc, est-ce que Total sera un des leaders de l'énergie en 2050-2060, ou est-ce que ça sera des nouveaux entrants complètement pure green qui seront les leaders de l'énergie? Honnêtement, c'est une vraie question. Je ne sais pas. Hum, Moi, je pense que il y a le syndrome Kodak qu'on connaît bien, hum, effectivement. Je crois en tout cas qu'une certaine partie des compagnies pétrolières s'écrouleront. Peut-être pas hum. toutes, mais une partie dans. Moi, Donc ça, c'est le premier. Voilà, je pense que ouais. première remarque là-dessus. Deuxième remarque sur effectivement comment est-ce qu'on fait quand on est à l'intérieur d'un système et les difficultés que vous mentionnez. Euh, il y a plusieurs risques. Premier risque, c'est d'être utilisé comme un alibi. Je pense que moi, c'est un peu une obsession que j'ai en permanence. C'est-à-dire que je me demande est-ce que ce que je fais est un alibi. Alors, à plusieurs niveaux. Ça La caution écolo, voilà, l'écolo de service, entre de guillemets. Enfin, service. Est-ce que c'est un alibi pour ma banque? Est-ce que c'est un alibi pour mon entreprise? Est-ce que c'est un alibi pour le système financier, pour la place de Paris? Enfin, tout ce genre de choses. Ce qui m'a d'ailleurs conduit à claquer des portes à plusieurs reprises.
quand je me suis rendu compte que j'étais un peu utilisé comme un alibi. C'était le cas, par exemple, avec la place de Paris, Paris Europlace. On avait créé il y a quelques années Finance for Tomorrow, qui était une structure dédiée à la finance durable au sein de cette structure-là. Et j'ai considéré à un moment donné que j'étais utilisé comme un alibi par cette place financière, et donc je suis parti, j'ai claqué la porte. Et d'ailleurs, très récemment, cette structure a été reprise en main complètement par Paris Europlace, le nom a été changé, on a abandonné Finance for Tomorrow, ça s'appelle maintenant l'Institut de la finance durable, c'est gouverné par tous les grands pontes de la finance parisienne, et ça a perdu complètement toute sa dynamique et sa fraîcheur. Et donc, on est aujourd'hui quand même à un moment où cette tentative de récupération et de contrôle est très forte. Quand vous avez un Patrick Pouyanné qui, quoi qu'on pense de Total et du pétrole, encore une fois, je veux dire, on pourrait avoir des débats assez longs là-dessus, sur jusqu'à quand il faut en avoir, etc. etc. Mais quoi qu'on pense de ça, quand vous avez Patrick Pouyanné qui décide de prendre la présidence de Entreprises pour l'environnement, c'est l'association Entreprises pour l'environnement, c'est pas un acte mineur, quoi. C'est un acte fort, psychologique très fort, qui est de dire je suis là, je veux reprendre le contrôle, et donc je ne vais pas laisser, y compris ces endroits où normalement on parle d'écologie et d'évolution et d'environnement, mais même là-dedans, je veux diriger. Et donc ça, on le voit, donc on l'a vu sur Finance for Tomorrow, on le voit sur Entreprises pour l'environnement, on le voit dans beaucoup d'autres endroits. Il y a un côté réaction aujourd'hui qui est quand même très fort. Alors on voit évidemment aux États-Unis avec ce qui est en train de se passer sur les grandes batailles sur la finance durable et sur l'ESG aux États-Unis, avec cette politisation extrême du sujet. Il y a des fonds anti-ESG, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. C'est-à-dire des fonds qui vous assurent de ne pas être ESG. Fonds anti-ESG, vous avez il y a déjà des États anti-ESG, donc des Ouais. États qui ont passé des lois aujourd'hui qui interdisent l'ESG et qui punissent effectivement les entreprises qui proposent des fonds ESG et qui exigent de tous les investisseurs publics de les boycotter. C'est ce qui existe aujourd'hui. C'est surréaliste. Ouais, DeSantis, qui est donc candidat à la présidence des États-Unis, qui a fait un tweet il y a quelques semaines, qui dit l'ESG est la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur la liberté qui a été le socle de la construction du peuple américain. Ouais. Donc c'est le principal opposant à Trump pour la candidature des Républicains. C'est pas n'importe qui, donc c'est un politicien de haut rang. En Voilà. Floride, et effectivement, potentiellement peut-être le prochain président des États-Unis. Donc, on est face à ça, donc à une vraie, effectivement, bagarre. Mais d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle, on va dire. C'est-à-dire que tous ces sujets-là, pendant très longtemps, ont été des sujets de niche. On n'en a pas beaucoup parlé. On était un peu à l'extérieur du système, voilà. Là aujourd'hui, on est en plein milieu, quoi. La bagarre a commencé pour moi. Je veux dire vraiment. Et donc, c'est à la fois c'est un peu stressant et en même temps c'est un élément de motivation encore plus forte, quoi. Oui, bah, on sort le popcorn parce qu'il y a du suspense, même si derrière, c'est quand même des sujets assez graves et on voit quand même les freins qu'il y a, ne serait-ce qu'à diriger la finance vers des activités plus soutenables. Et même là, on se heurte à des... Bon, écoutez, passionnant. Moi, je serais bien revenu sur un des nombreux thèmes à nouveau du livre. On pourrait parler longuement de transhumanisme, de géo-ingénierie, etc., même si ce n'est pas au centre du discours du président que vous mettez en scène, mais quelque chose qui est assez au centre, c'est la question de la démographie, du contrôle démographique. Donc vous mettez les pieds dans le plat. À nouveau, je vous laisse en dire ce que vous voulez, soit votre avis personnel, soit ce que vous vouliez mettre en scène dans le livre. Voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à ce sujet? Je crois que, bon, d'abord, on ne peut pas passer à côté de ce sujet-là, même si effectivement, post-Covid, on a vu quelques études qui étaient d'une certaine façon un peu plus rassurantes en quelque sorte sur l'évolution de la population de la planète d'ici la fin du siècle. Donc on n'ira peut-être pas au sommet qu'on a imaginé, mais en fait, si on regarde les prochaines décennies, si on ne se projette pas en 2100,
sur les prochaines décennies, la croissance de la population va continuer. Et donc la pression de la démographie humaine sur la nature et sur la planète va se poursuivre. Donc c'est évidemment une vraie question. Sauf que c'est une question que l'on prend souvent mal. Enfin, c'est-à-dire que les, certains tenants du business as usual utilisent de façon extrêmement malsaine ce sujet-là en, 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 laissant entendre qu'en réalité, évidemment, la faute, en quelque sorte, doit peser, enfin la faute est aux populations qui croissent le plus vite. Et donc, en gros, voilà, c'est ce que j'avais entendu qui m'avait sidéré de la part du patron d'une grande banque publique française que je ne reciterai pas l'année dernière, où il disait en gros, bah, de toute façon, le changement climatique, c'est plus le sujet des Occidentaux, c'est la faute aux Chinois, aux Africains et aux Indiens. Et Alors, j'ai entendu Éric Zemmour dire ce genre de choses, mais alors je vais rechercher le patron que vous mentionnez. Ok, c'est pas tombé dans l'oreille. J'ai pas vu passer ça, mais très je bien. vous renverrai le lien. Mais je ne veux pas relancer trop la polémique. Mais bon, ça, cette idée de se dire, bon voilà, si le problème c'est la démographie, ben, donc du coup, le problème c'est dans les endroits où il y a de la démographie, évidemment que c'est une vision complètement malsaine et dénaturée de ce sujet, hein, puisque ben, le, les émissions de gaz à effet de serre restent aujourd'hui majoritairement dans les pays développés, que par ailleurs, les problématiques qu'on a dans ces pays en développement aujourd'hui sont des problématiques qui, pour une grande partie, viennent bien de l'agriculture destinée à l'exportation, de la déforestation que ça implique, de la pression encore une fois, sur les matières premières et sur les minerais, etc. Et donc on va le dire, une espèce de néocolonialisme existe aujourd'hui, enfin, et qu'il n'est pas seulement d'ailleurs occidental, il est en partie chinois aussi, enfin, je veux dire, et, euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc oui, il y a un sujet démographique, il faut pas, encore une fois, il faut être balancé dans l'analyse qu'on fait de ce sujet-là, c'est-à-dire que oui, il y a un sujet démographique, forcément, c'est un des facteurs clés de l'évolution de la situation climatique dans les décennies qui viennent. Et non, ce problème démographique ne doit pas conduire à dire que la faute, elle est sur les pays qui aujourd'hui ont la croissance de population la plus forte. Voilà. Ouais. Non, pour donner quelques chiffres, je pense qu'on est de l'ordre de 10-15% des humains qui émettent plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans ces 10-15%, il y a une bonne moitié d'Asiatiques, dont de Chinois. Donc effectivement, c'est plutôt une classe moyenne supérieure ou aisée mondiale, et d'ailleurs de plus en plus asiatique. Et effectivement, le CO2, c'est assez lié quand même au niveau d'activité économique, de développement, modulo des pays qui sont plus bas carbone que d'autres, à PIB égal, mais mettons, mais globalement, c'est quand même assez lié à la richesse, les émissions. Alors, j'ai fait un post à ce sujet-là, mais il y a d'autres indicateurs environnementaux, par exemple la biodiversité, qui sont moins liés à la richesse, qui sont plus liés, alors, on va pas dire à la démographie, mais un petit peu, mais aussi aux manières de gérer les sols. Donc voilà, certains, bon, pour tirer le trait, en Amazonie, les autochtones vivent depuis des millénaires sans avoir détruit leurs forêts, pourtant ils sont assez pauvres. Dans d'autres régions, entre guillemets, pauvres, ou du moins non industrialisées, les déserts avancent en raison de pratiques agricoles insoutenables, etc. Donc c'est un problème assez compliqué, mais là, dans votre livre, c'est un de ces sujets que le Parti républicain reprend à son avantage, un peu à la Zemmour, hein, pour dire ça simplement. L'impact de la démographie, ça sera la combinaison de la démographie et du changement climatique, on le connaît, hein, c'est les migrations. Donc on va effectivement être confronté à des mouvements migratoires massifs. Et aujourd'hui, c'est clair que les pays occidentaux ne sont pas armés pour répondre à cette pression migratoire. Enfin, ça, c'est une évidence. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc, comment ils répondent à ça? Comment les États-Unis vont répondre à ça? Alors aujourd'hui,
en Europe, on a la pression voilà, de la Méditerranée, de l'Afrique. Les Américains Mmh. commencent à être effectivement soumis à une pression du Sud qui va être énorme. Mmh. Oui, Amérique centrale, le nord de l'Amérique du Sud, qui sont des points de vulnérabilité climatique. Tout à fait. Voilà, si un jour l'Amazonie se transforme en savane tel que c'est estimé par des chercheurs, donc un de ces fameux points de bascule, on peut imaginer que le Brésil, voilà, ça ne sera plus tout à fait le même pays, et autres joyeusetés. Oui, oui, non, parce que vous citez déjà les sécheresses dans la corne de l'Afrique, en Afrique du Nord, entraînent un peu de l'insécurité alimentaire et des mouvements de population. Donc, et je ne nous sens pas forcément très, très près là-dessus. Voilà, c'est pour ça que Euh, j'ai travaillé sur cette question de restauration des terres chez Mirobar. Moi, hmm, quand j'ai rencontré Monique Barbu, qui était la secrétaire générale de l'UNCCD, donc la Convention des Nations Unies contre la désertification, qui est une des 3 conventions de Rio. Donc, et qui m'a dit voilà, c'est un sujet clé, il faut travailler sur la restauration des terres. Et pour m'expliquer ça, elle m'avait montré effectivement deux, deux cartes en fait. Une carte des pays où il y avait le plus de départs de migrants en fait, hmm, et les pays dans lesquels les terres étaient le plus dégradées. Et en fait, les deux cartes se superposaient de façon quasi parfaite. Et donc voilà, on a vu ce qui s'est passé en Syrie, ce qui se passe effectivement dans la Corne de l'Afrique, ce sont les premières crises climatiques, ce sont les premières migrations climatiques. Et donc, d'où effectivement cette idée il faut aller restaurer des terres pour effectivement permettre aux populations de rester là où elles sont et de pouvoir vivre correctement là où elles sont. On ouais. a travaillé. Oui, j'ai vu des reportages sur le bocage sahélien pour freiner l'avancée du désert. Enfin voilà, la régénération des sols, clairement, c'est la clé de voûte de tout le bazar dont on parle là, hein, donc. Euh, Merci Philippe. Peut-être dernière question, et à nouveau, je fais ce petit numéro d'équilibriste pour pas révéler ce qui doit pas l'être du livre, mais est-ce que vous l'avez présenté, discuté avec des géopolitologues, avec des militaires, parce que ça soulève quand même tout un tas de questions voilà, qui ne sont pas mises en débat et qui mériteraient de l'être. Non, avec des gens qui font, non, avec des journalistes, avec des gens qui connaissent bien les États-Unis, avec des gens qui connaissent bien la géopolitique, mais pas effectivement sur ce côté plus aspect sécuritaire, militaire. Non, Ouais, parce que ça serait intéressant de le faire. Ouais. Il faudrait peut-être ouais, je pense que c'est des sujets qui les à intéressent. l'école Enfin, de enfin, guerre, ça serait bien, ouais, effectivement. je pense, oui, oui, bah, ils accueillent assez favorablement ce genre d'intervention parce que ça ouvre les chakras et ils ont voilà, ça les fait réfléchir et ils aiment réfléchir. Écoutez, bah, je sais pas, on peut s'en tenir là. Est-ce que vous auriez d'autres choses que vous auriez aimé dire et vous restez sur votre faim? Non, 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 merci, merci beaucoup, Cyrus. Non, je pense qu'on a fait un bon tour des grands. Mm, Merci beaucoup en tout cas déjà de m'avoir offert le livre, hein, gentiment, et que j'ai évidemment dévoré, le terme serait faible. Non, vraiment, c'est une lecture stimulante. Et merci d'être venu témoigner à la fois sur votre livre et sur tout le reste. À bientôt, Philippe. Merci beaucoup.